Bonjour, c'est Alain Lalou, médecin en soins palliatifs et en médecine familiale au GMFU et à l'hôpital de Verdun, du CIUS du centre-sud de l'île de Montréal. Aujourd'hui, je vous présente la capsule numéro 6 de la formation Compassion. C'est une capsule qui va traiter de l'alimentation et de l'hydratation chez les patients vulnérables et notamment les patients en soins palliatifs. Donc, si on retourne à l'acronyme Compassion, l'alimentation est le A dans cet acronyme-là. Je vais sans plus tarder parler de l'alimentation et de son impact sur la qualité de vie. Alors, l'alimentation, c'est quelque chose qui est au cœur de la vie et la survie humaine. On parle souvent de l'alimentation comme étant une source d'énergie, mais ça a un rôle beaucoup plus que juste donner de l'énergie et bâtir le corps. C'est aussi une grande source de plaisir et de socialisation. Et malheureusement, plusieurs conditions médicales vont avoir un impact sur l'appétit. On appelle ça de l'anorexie. Euh, et quand l'anorexie s'installe, ben, il va y avoir des impacts importants et c'est souvent une grande source d'inquiétude pour les patients, les familles et bien évidemment les soignants. Alors, quelles sont les causes principales des problèmes d'alimentation et d'hydratation? D'abord, certaines conditions médicales vont causer une altération de l'appétit et du goût. Certaines maladies chroniques, on va utiliser l'exemple du cancer, une personne atteinte de cancer, les cellules cancéreuses vont produire des substances qu'on appelle des cytokines. Ces cytokines vont avoir un impact sur le centre de l'appétit au niveau du cerveau et vraiment agir comme un coupe-faim. Les patients qui vivent avec un cancer ou suite à des traitements de cancer vont dire qu'ils ont aussi une altération du goût, ou un goût métallique où ça goûte mauvais, ça roule dans la bouche. Et donc ça aussi, ça peut avoir un impact sur l'appétit et le goût. Euh, de manière très contrastée, une infection, donc une infection virale, par exemple quand on attrape une grippe, ben, notre corps est vraiment fatigué, il est en train de lutter contre l'infection et l'appétit est souvent absent dans ce contexte-là. On le voit autant chez les enfants que chez les personnes âgées, que l'une des premières choses qui va être affectée dans un contexte d'infection, c'est l'appétit. L'autre chose, c'est un manque d'intérêt sur le plan de vue plus, je dirais, cognitif ou sur le plan de vue affectif par rapport à l'alimentation. On voit ça chez les personnes atteintes de démence, chez les personnes souffrant de dépression, d'anxiété, et on voit ça extrêmement fréquemment chez les personnes en fin de vie, peu importe la cause. Une autre raison pour laquelle on peut avoir une diminution de l'alimentation, c'est s'il y a des difficultés reliées au système digestif. Alors, les gens peuvent avoir de la douleur à mâcher, à avaler, ils peuvent avoir un blocage, on appelle ça une dysphagie. Certaines personnes sont très incommodées quand elles mangent à cause d'un problème de reflux, de nausées, de ballonnement ou de douleur abdominale. Et des fois, bon, la constipation, la diarrhée peuvent être exacerbées par l'alimentation et donc les personnes vont s'abstenir de manger pour éviter d'empirer ces symptômes-là. Les problèmes d'alimentation peuvent aussi venir d'un problème de dextérité. Alors, quand on parle de dextérité, on parle de l'usage des mains. Alors, c'est sûr que si un problème neurologique comme un AVC, si une personne souffre de tremblements, de rigidité, ça va être très difficile pour elle de s'alimenter par elle-même. Elle est capable de manger si quelqu'un l'aide, mais elle a de la difficulté à le faire par elle-même. Des fois, c'est un problème aussi au niveau de la mastication et donc quelqu'un qui a des dents manquantes ou un problème de dentier qui n'est plus ajusté va avoir de la difficulté à manger même si on leur offre de l'aide. Finalement, un problème qui est souvent sous-estimé, c'est l'impact de l'essoufflement au niveau de l'effort alimentaire. Alors, dans des cas de MPOX sévère ou d'insuffisance cardiaque terminale, les gens sont tellement essoufflés au moindre effort que manger devient laborieux. Alors, les gens vont diminuer leur apport alimentaire pour éviter l'essoufflement qui est associé.
Alors ça, on parle de ça vraiment dans un contexte de clientèle fragile, frêle, de clientèle en soins palliatifs, en gériatrie, dans les hôpitaux, dans les CHSLD. Ce qui arrive et ce qui peut arriver à domicile, c'est qu'une personne a encore la capacité, le goût de manger, a encore la dextérité pour le faire, n'a pas de problème digestif, n'a pas de problème de santé tellement sévère que l'appétit en est altéré, mais il peut y avoir une perte d'autonomie fonctionnelle. Donc la personne n'est plus en mesure de faire ses courses, de préparer ses repas, et si elle vit dans l'isolement social, il n'y a personne pour combler ces besoins-là, et du coup, il y a une diminution de l'alimentation et de l'hydratation alors que la personne vit seule à la maison. C'est tellement triste à voir, mais parfois en soins palliatifs, on admet des gens à l'hôpital et on a l'impression qu'ils sont en toute fin de vie, ils sont dénutris, ils sont extrêmement faibles et fragiles. Et une fois qu'ils sont à l'hôpital, ben, ils vont avoir des repas qui sont fournis, il va y avoir une préposée aux bénéficiaires qui va les aider à s'alimenter. Et tout à coup, cette personne qu'on pensait être en toute fin de vie reprend du mieux, tout simplement parce qu'elle a accès à de la nourriture qui est déjà prête, elle a une aide à l'alimentation, alors qu'elle se laissait aller quand elle était toute seule, isolée à la maison, et qu'elle n'avait plus la capacité d'aller faire les courses et de se préparer à manger. Quand nos patients, quand notre clientèle vulnérable vit avec des problèmes d'alimentation et d'hydratation, les conséquences, les complications peuvent être quand même graves. Alors, les gens vont commencer par perdre du poids, des fois de manière très discrète, et pour d'autres, ça va être des grandes pertes de poids. Les gens vont aussi éventuellement souffrir de carences nutritionnelles, certains même d'hypoglycémie, et le tout peut avoir un impact au niveau de la cognition. Les gens peuvent être tellement carencés qu'ils développent une anémie, de la fatigue qui va encore atteindre plus leur autonomie fonctionnelle, leur mobilité, etc., et les inciter encore moins à manger. Il y a aussi un impact sur le système immunitaire. Alors, on voit souvent une augmentation du risque d'infection, et cela, combiné avec la perte de poids, ben, ça augmente le risque de faire des plaies en général et des plaies de pression en particulier. Un patient qui se déshydrate va aussi avoir une chute de sa pression. Alors, des cas de figure qu'on voit, c'est qu'une personne qui s'alimente habituellement, qui s'alimentait bien, avait des problèmes de pression, par exemple de haute pression, prenait des médicaments pour la haute pression, pour une raison X, Y ou Z, la personne n'est plus capable de s'alimenter, s'hydrater, et en combinaison avec ces médicaments qui baissent la pression, ils vont avoir des chutes vertigineuses de pression qui les met à risque d'hypotension orthostatique, de chute et de blessures. En perdant du poids, la majorité des gens vont perdre de la masse musculaire, et cela aussi va exacerber leurs problèmes de mobilité. Et quand l'alimentation et l'hydratation sont touchées, eh bien évidemment, la combinaison de tous ces facteurs va causer une augmentation de la mortalité. Alors, comment est-ce qu'on évalue un patient? C'est simple, on peut vraiment, chez le patient communicatif, le questionner. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la personne n'a pas faim? Est-ce qu'il y a un changement au niveau du goût, de l'odorat? Est-ce qu'il y a des douleurs à la mastication, une difficulté avec un dentier qui a été perdu? Est-ce qu'il y a d'autres symptômes, des nausées, des vomissements? Est-ce qu'il y a des symptômes d'infection? Est-ce qu'il y a des symptômes de dépression, d'anxiété? Le tout pouvant contribuer à justement ces altérations au niveau des apports alimentaires. On va aussi être à l'affût des signes qui pourraient expliquer pourquoi la personne a moins faim, ou plutôt les signes que l'absence d'alimentation, d'hydratation a causé des conséquences. Alors, on va prendre de manière systématique les signes vitaux, et l'un des signes vitaux qui est très important et des fois qu'on néglige de faire, c'est la pesée. Donc, une perte de poids de plus de 10% du poids initial en moins de 6 mois est un facteur de mortalité important chez la personne qui le vit. Alors, la perte de poids, comme je vous ai dit, est un facteur pronostic qui est très inquiétant chez les personnes qui n'ont pas de perte de poids volontaire. En observant le patient, on veut aussi regarder si le patient se plaint de douleurs dans la bouche. On observe la bouche. Est-ce qu'il y a des ulcères, du muguet? Est-ce qu'il y a des signes de constipation, de rétention urinaire? Est-ce qu'on a une distension abdominale? Est-ce qu'il y a une confusion en installation qui expliquerait une perte d'intérêt envers l'alimentation? Et bien évidemment,
on va essayer de comprendre tout ça aussi en faisant un examen physique ciblé, des prises de sang. Parfois, certaines prises de sang anormales vont nous expliquer pourquoi la personne a moins faim et parfois, elles vont nous montrer les conséquences d'une alimentation qui est diminuée, d'une hydratation qui est diminuée. Alors, on va voir des signes de diminution des protéines dans le sang, d'hypoalbuminémie quand c'est une dénutrition importante. On va voir une augmentation de la créatinine, par exemple, chez une personne qui est déshydratée, pour n'en nommer que quelques-uns. Alors, comment intervenir? Là encore, prévenir, c'est mieux que guérir. Donc, on veut vraiment favoriser les aliments selon le goût du patient, selon les textures que le patient est capable de tolérer. On veut vraiment être présent et stimuler lors des repas. Si c'est possible, avoir des repas en groupe. Pourquoi? Parce que les gens ont tendance à manger plus et avoir plus de plaisir à manger quand les repas sont partagés. Et bien évidemment, s'il y a des problèmes au niveau de la dextérité, de la vision, de la capacité à manger, ben on veut fournir l'aide nécessaire et on ne veut pas presser le patient. Alors des fois, en tant que soignant, on a tellement de choses à faire dans une journée, on a tellement de personnes desquelles il faut s'occuper, puis on va presser le patient, puis là, le patient devient stressé, ne veut pas finir ses repas. Alors juste, je sais que c'est difficile et que c'est difficile pour tout le monde, mais avoir la patience et la persévérance pour aider les gens à améliorer leur alimentation. Au niveau de l'approche au traitement, ben, c'est sûr que pour traiter un problème nutritionnel, il faut faire une évaluation adéquate et les nutritionnistes sont les mieux placés pour le faire. Donc, on recommande une évaluation, un suivi par une nutritionniste. Des fois, il y a des suppléments qui sont nécessaires. Alors, ça peut être du calcium, de la vitamine D, certaines vitamines, etc. Des fois, ça peut être des suppléments nutritionnels. Et finalement, je pense que c'est le rôle à chacun de penser à suivre le poids avec des pesées régulières et faire les prises de sang nécessaires pour voir si les interventions qu'on a mises en place sont efficaces. Alors, en parlant des idées clés ou de la conclusion, les problèmes d'alimentation et d'hydratation sont des problèmes qui peuvent être fréquents chez les patients fragiles, précaires, en situation de vulnérabilité, notamment chez les patients en soins palliatifs et en fin de vie. Chez les personnes pour lesquelles on trouve des causes identifiables, ben, c'est important de les identifier, de les corriger pour éviter la dénutrition, les complications qui en découlent. L'autre point qui est très très important, c'est quelque chose que je discute dans ma formation sur la fin de vie, qui est une formation complètement à part, mais c'est la perte d'appétit, la perte d'intérêt alimentaire est quelque chose de très fréquent en fin de vie. Non seulement c'est fréquent, c'est tout à fait normal. Et donc, dans un contexte de fin de vie, c'est un des symptômes qu'il faut normaliser. Il faut aussi respecter les désirs et les souhaits des patients dans cette phase-là de la vie et ne pas essayer de justement les forcer ou à forcer à manger ou s'hydrater contre leur gré parce que ça augmente le risque d'étouffement et l'inconfort du patient. Encore une fois, je souligne l'importance de l'interdisciplinarité. Tout le monde a un rôle à jouer, à commencer par les préposés aux bénéficiaires qui, eux, vont être les premiers témoins de la quantité et de la qualité de l'alimentation des patients. Communiquer tout ça avec l'équipe, que ce soit les nutritionnistes qui vont donc ajuster la diète du patient, psychologue quand on suspecte une dépression qui se manifeste par une perte d'intérêt alimentaire et bien évidemment le médecin qui pourrait prescrire des suppléments si nécessaire et investiguer les causes en faisant des bilans bien plus complets. Alors, avec tout cela, je vous remercie pour votre attention et vous invite à regarder les autres formations Compassion. Bonne journée.